Faut le faire, aujourd'hui avec l'un des plus grands réalisateurs de télévision en France. Les débats présidentiels de 2007 et de 2012, c'est lui. Les Jeux Olympiques, le 14 juillet, les Césars ou les 70 ans du débarquement. Depuis plus de 30 ans, on lui confie les événements les plus importants. Tout terrain, il réalise aussi bien des matchs de football que Fort Boyard ou Envoyé spécial. Bonjour Jérôme Revon. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'un réalisateur de télévision ? En fait, c'est, entre guillemets, une sorte de chef d'orchestre qui dirige une équipe souvent de 100, 150 personnes sur des gros directs. C'est lui qui choisit les caméras, qui appuie sur des boutons et qui sélectionne ce que vous voyez chez vous. C'est quoi la différence avec un réalisateur de cinéma, par exemple ? Un réalisateur de cinéma, en fait, ça n'a rien à voir. Ça travaille à partir d'un scénario, ça découpe des plans, ça travaille beaucoup avec les acteurs. Nous, c'est pas le cas. Nous, on peut effectivement faire des mises en scène avec notre animateur, voir s'il y a des sketchs, etc. Mais sur les émissions ou sur les directs, on est obligé de nous adapter à l'événement. Et c'est ça, la force du direct, c'est de pouvoir réagir à ce qui se passe parce que c'est pas forcément écrit. La grande différence, c'est qu'il y a c'est du one shot en fait. On ne fait pas de nouvelles prises. Voilà. Sur les grands événements, il faut pouvoir capter comme ça en direct. Ce que j'appelle les grands événements, c'est les grands événements de la République, le 11 novembre, la panthéonisation de Maurice Genevoix ou l'hommage à Samuel Paty. Vous avez à peu près le déroulé de la cérémonie, mais c'est tout. À vous d'aller capter et de chercher à la fois les émotions, les regards, la tristesse, la joie en fonction des événements. Et quand vous captez ces émotions, où est-ce que vous vous trouvez, vous ? Est-ce que vous êtes physiquement, on est dans un car à l'extérieur, donc c'est un car régie qui peut être à 1 ou 2 kilomètres. La force du réalisateur, c'est alors qu'il peut être dos à la scène qu'il filme, il faut qu'il puisse se visualiser comme s'il était à l'intérieur. Ça a l'air bête, mais gauche, droite, je dis pas va filmer machin, je dis à droite. Donc le cadreur va spontanément à droite. Je peux dire, je sais pas, la femme rouge. Ou rouge la femme, donc il voit le rouge, il voit une femme et il sait que c'est ça qu'il faut filmer. Voilà. Et dans le cadre régie, qui est avec vous, à quoi ça ressemble ? Vous êtes dans le noir ? Je suis plutôt dans le noir avec énormément d'écrans, donc ça permet de mieux voir la netteté, etc. C'est-à-dire que vous avez donc tous ces écrans et vous choisissez ce qui doit figurer. Voilà, on a ce qu'on appelle un mélangeur, donc c'est rempli de boutons, c'est assez impressionnant parce que sur le défilé, par exemple, il y a 45 caméras, donc il y a 45 boutons. Le défilé du 14 juillet. Ouais, du 14 juillet. Il y a 45 boutons, plus les ralentis, plus des choses comme ça. Donc il faut appuyer sur le bouton que vous choisissez et pas vous tromper. Pas prendre la 44 au lieu de la 45. Et est-ce qu'on vous aide à faire ce choix ? On peut, oui. Un rédac chef peut vous aider en disant tiens, là, à venir la réaction de Zidane. Là, vous préparez votre caméra sur Zidane, mais souvent, on a une script qui vous annonce un peu quand même le déroulé si on en a un. Un truquiste qui vous prépare des effets, des ralentis, des noms, etc. Voilà. Donc, on est en ligne, on est une petite dizaine, on va dire, et dans un car qui est petit comme à l'intérieur d'un sous-marin. Dans la pratique, quand vous arrivez sur un grand événement ou sur une cérémonie, par quoi vous commencez ? Souvent, on repère avant, plusieurs semaines ou plusieurs jours avant, on repère. Et c'est le plus important, en fait, c'est votre repérage parce que c'est ce qui détermine le nombre de vos caméras. Est-ce que vous arrivez déjà à imposer une production ? Parce que si vous voulez 12 caméras et qu'au budget, il n'y en a que 6, c'est compliqué. Donc le repérage est très important pour voir les axes, le déroulé à peu près et anticiper justement ce qu'on ne vous annonce pas. Donc il faut physiquement aller sur le lieu, il faut aller voir, il faut faire le parcours. S'il y a un parcours, il faut se mettre à la place des gens qui vont faire la cérémonie. Et puis après, c'est le jour même où, voilà. Et vous faites donc ces repérages. Et à quel moment vous actez, vous vous dites, là, ça y est, cette caméra, elle bougera pas, c'est ce que je veux. Jusqu'au dernier moment. Il m'arrive une heure avant d'en changer de place parce que tout d'un coup, je me dis non, mais en fait, ils font pas ce qu'ils nous ont dit et il faut qu'on la bouge. Alors maintenant, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de caméras HF, de Steadicam HF. Et donc on a les caméras HF, c'est les caméras qu'on peut porter. Voilà. Et donc on a une grande mobilité, on peut rattraper un coup. Alors que si vous avez une caméra lourde avec un téléobjectif, c'est quand même des caméras qui font 80 kg ou 100 kg avec le pied. Donc là, il faut être 3 pour soulever le pied. Donc ça se manipule un peu plus difficilement. Et donc ceux-là, c'est plus embêtant de les déplacer au dernier moment. La constante, en fait, c'est de ne pas se faire surprendre. Honnêtement, on se fait toujours un peu surprendre, mais savoir réagir. Et qu'est-ce que vous avez comme technique justement pour ne pas vous faire surprendre au dernier moment ? C'est avoir une équipe qui répond très vite. Et c'est pour ça qu'on travaille toujours en famille avec les mêmes cadreurs, les mêmes scripts, les mêmes directeurs photos. Parce que voilà, on a des habitudes, ils savent comment je travaille, moi je peux compter sur eux, donc c'est important. Après, non, il n'y a pas de technique. Sur les cérémonies, pour pas vous faire surprendre, il peut y avoir des répétitions par exemple ? Oui, il peut y avoir des répétitions, mais jamais avec les vrais. Et donc c'est des acteurs, des doubleurs ? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais.
Bah, sur le Panthéon, les militaires répètent avec un cercueil, mais bon, voilà, à vide, évidemment, etc. Bon, mais c'était pour Simone Veil, il faisait très très chaud le jour du direct, et par exemple, un des porteurs, il a fallu le changer en cours de route, parce qu'il avait un malaise. Et donc, on m'a prévenu, donc je suis passé en plan très large sur la grue, et ils ont changé. En plan très large pour pas qu'on observe ce moment particulier. Pour pas qu'on voit, parce que je savais pas s'il allait tomber, pas tomber, on m'a dit, il faut le changer. Donc ils ont fait le changement, et ça s'est pas vu. Autre exemple, le 14 juillet 2018, il y a, pendant le défilé, 2 motards se rentrent dedans. Je ne sais pas si c'est lié au nid de poule de la place de la Concorde, mais en l'occurrence là, une moto vient de tomber. Comment vous réagissez à ce moment-là ? Là c'est sous les yeux de tout le monde, donc je passe un peu en plan large pour voir ce qui se passe, parce que c'est comme le foot, il faut un peu décrire l'action. Nous, on capte ce qui se passe. On a eu aussi un parachutiste qui est tombé au pied de la tribune avec François Hollande et qui s'est tordu le pied. On m'a dit, je sais plus s'il y avait quelqu'un de l'armée qui m'a dit, il faut pas le montrer, faut pas. Mais François Hollande s'est levé, donc heureusement que je l'ai montré, parce qu'il s'est levé, il a été le voir. Donc si en plus je l'avais pas montré, on se serait dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il se lève. Donc il faut sentir ce qu'on peut montrer, pas montrer, mais bon, nous on est là quand même pour capter ce qui se passe. Sur les matchs de foot, Basile Boli me détestait pendant des années parce que Giroud l'engueulait tous les lundis matins en lui disant « Regarde le ralenti de Canal, t'as fait encore une faute dans la surface. » Donc il me détestait. Mais nous, on montrait la faute, on n'insistait pas sur... on est devenus très copains depuis. Ça, c'est les aléas du direct. Ouais. Sur des cérémonies qui peuvent être un peu plus cadrées, comme les Césars que vous avez réalisées très souvent, il y a des répétitions. Oui, là, c'est très répété, les Césars. Moi, je l'ai fait 23 années de suite. C'est la cérémonie où il y a le plus de répétitions. On a quasiment 3 jours de ce qui n'existe plus maintenant. Même The Voice ou Danse avec les stars n'a pas Pourquoi ? autant. C'est quoi les difficultés ? Parce que c'est chaque remettant qui vient. Le maître de cérémonie a des sketchs. Bonsoir. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames. Et ah si, il en reste. Bonsoir messieurs. Nous, on a besoin des textes pour savoir s'il cite un ministre. Il faut avoir le gros plan du ministre à ce moment-là. Donc il faut avoir prévu sa caméra. Je tenais quand même à saluer la présence du ministre de la Culture qui est avec nous. Monsieur Franck Riester, ça y est, j'ai retrouvé votre nom. Bonsoir, monsieur le ministre. Dans la salle, pendant 3 jours, on tapisse de photos avec les noms en fonction du plan de salle. C'est une cérémonie très huilée, très orchestrée. C'est la plus travaillée en termes de répétition. Jérôme Brevon, on va maintenant retourner en arrière. Voilà. Pourquoi vous avez voulu devenir réalisateur ? Parce que j'ai pas voulu. J'ai commencé dans le cinéma, mon oncle était scénariste, et donc à 19 ans, je lui ai dit, tiens, moi je ferais bien ce métier, etc. Il m'a dit, apprends à taper à la machine, viens, et il me donnait les dialogues, et moi je tapais à l'intérieur de lui, Alice a dit ça, tac, tac, tac. J'ai fait ça 1 an, et puis il m'a fait rencontrer un premier assistant réalisateur qui m'a pris comme stagiaire. Et puis, par hasard, je suis rentré à Antenne 2 de l'époque, au sport, à Stade 2. J'y suis resté 1 an et au bout d'un an... Quand vous dites par hasard, c'est une rencontre ? C'est la script qui connaissait la patronne à Antenne 2 de l'époque. Donc, j'ai déposé un CV, puis un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Il faut vite venir, l'assistant réel des sports est malade ». Et là, c'est pareil, je suis resté 1 an et après, c'était les 84, c'était le démarrage de Canal. Christian Vidali, qui réalisait Stade 2 à l'époque, m'a emmené sur un truc des sports avec Charles Bietri, et puis ça a été le début de l'aventure. Charles Bietri, qui à l'époque est le grand patron des sports de Canal+. Ouais. Il vous confie votre premier direct en 1987 ? Vous 85, mais les foot en 87, mais les box en 85-86. Je commence par des matchs de boxe. Quel âge vous avez à cette époque ? 22, 24 22, 23, 22, 23. 22, 23 ans. Aujourd'hui, vous en avez 58. Ouais, hélas. Avec le recul, vous diriez que ça vous a apporté quoi de commencer à la fois si tôt et par le sport ? Alors le sport, c'est la plus belle école de réalisation pour le direct, etc. C'est là où vous avez le plus de moyens, c'est là où vous savez pas ce qui va se passer, c'est la plus belle formation. Vous avez des ralentis, vous avez des magnétos, vous avez toute la technique maintenant de la réalité augmentée, etc., etc. Donc c'est vraiment un apprentissage énorme. En plus, nous, à Canal, on avait cette chance d'en faire un laboratoire et donc on essayait en direct. Laboratoire parce que la chaîne venait de naître en fait. Oui, mais voilà, c'était la vocation de Canal, c'était de faire participer ses abonnés. Tout d'un coup, on les faisait entrer dans un vestiaire de foot, ce que personne n'avait fait. Et commencer si jeune ? Là, honnêtement, j'ai pas choisi. Ça a été un peu dur au début parce que c'est un métier stressant d'abord et encore plus jeune parce qu'il faut emmener des équipes, il faut qu'ils aient confiance en vous, il faut vous imposer, donc c'est un vrai travail. Il faut être un peu leader, un peu chef d'équipe. L'une de vos passions, vous, ça a été la photographie très tôt, à l'adolescence. Oui. En quoi ça vous a aidé
dans votre métier de réalisateur? Ça m'a aidé dans le sens du cadrage, de l'image, cette volonté de montrer, de ce regard, un parti pris. Un autre réalisateur filmera le Panthéon sûrement autrement que moi. Sur des grands événements où on ne le fait qu'une fois, il faut avoir un sens de l'image. La photo aide pour ça, oui. Pour la lumière aussi? La lumière, évidemment. La lumière, maintenant, c'est très important parce que ça remplace beaucoup le décor dans les émissions et donc la lumière est très importante. Mais maintenant, nos directeurs photos sont devenus tellement pointus, tellement fins, etc., que c'est un métier très, très, très complémentaire et très en avant. Pour quelqu'un qui voudrait devenir réalisateur de télévision, oh, le pauvre. Ce serait quoi le parcours idéal? Non, je crois qu'il n'y a pas de règle. Maintenant, le parcours en télévision, ça devient compliqué parce que maintenant, on n'est pas très nombreux finalement maintenant à faire des événements et tout ça. Mais il n'y a pas de règle. Après, ça s'apprend dans les écoles. Moi, j'ai appris sur le tas. Faut pas se faire cataloguer. À une époque, on faisait soit du sport, soit des jeux, soit voilà. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir tout faire. Des émissions politiques, du jeu, Fort Boyard, mais aussi Coucou c'est nous, Froufrou, 7/7 avec Anne Sinclair. Donc du coup, j'ai pu mélanger les techniques, j'ai pu mélanger les idées, les réseaux, les gens. Du coup, c'est assez complémentaire. À chaque fois, le dénominateur commun, c'est que votre travail à vous peut être vu par des milliers de personnes. Est-ce que ça, c'est pas difficile à gérer? Non, parce que honnêtement, on fait complètement abstraction de ça. Parce que ça peut être des millions même. La déclaration de confinement avec le président, on a fait 36,7 millions, je crois que c'est le record. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Vous y pensez pas, et vous y pensez pas au moment du direct. Sans ça, vous seriez paralysé. Le problème, c'est vaincre sa peur. Vous avez évoqué beaucoup de cérémonies qui peuvent être très lourdes, très chargées en émotions. Je pense à un exemple en particulier. En 1994, c'est vous qui réalisez la dernière interview télévisée de François Mitterrand. Oui, à l'Élysée en direct. Et à l'époque, il est déjà très malade. Comment vous avez géré cette situation, vous? Ouais, je me souviens très bien parce qu'il fallait un silence religieux parce que le président était assez malade. Et c'était dans la bibliothèque. J'ai fait un truc assez simple et assez sobre. Il n'y avait que 2 caméras. Bon, peut-être une 3e, allez, parce que j'ai dû en rajouter une. Il a beaucoup joué avec ses mains. Et du coup, j'ai beaucoup joué entre les mains et son visage. Il y avait cette forme de pudeur avec ses mains qui étaient fragiles. Je veux absolument que ce que je vous dis à vous, Jean-Pierre Elkabbach, soit compris par des centaines de milliers, peut-être des millions de braves gens. Et c'est un moment tout simple en termes de réalisation, mais vu l'importance de l'interview, ça méritait pas de fioritures et de ma part. Souvent, la réalisation doit s'effacer devant l'événement. On n'a pas besoin de surenchérir, c'est pas à nous de le faire. Nous, on doit accompagner ce qui se passe, on doit capter. C'est l'un des privilèges de votre métier, c'est de tout voir. Oui. Lors du débat présidentiel de 2012. Oui. Moi, président. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. Moi, président de la République... Il y a cette fameuse anaphore. Que j'avais pas le droit de montrer Nicolas Sarkozy, mais moi j'ai vu sa tête. Justement, alors, à quoi ressemblait cette tête? Dans mon souvenir, il était dubitatif. C'était genre, oui, toi président, quoi. Genre, il était... Mais en même temps, il s'est un peu fait surprendre. Il est arrivé fatigué. Et quand vous dites qu'il s'est fait surprendre, c'est-à-dire par la répétition? Oui. Parce qu'il l'a laissé s'enclencher, je pense. Et puis, voilà, il n'était pas à l'attaque. Il était un peu comme ça, un peu en retrait sur son fauteuil. Il n'était pas du tout comme il peut être. Et il l'a laissé faire, en fait. Et pourquoi on interdit les plans de Ah non, mais c'est vieux, ça datait de Moatti et de Mitterrand. Ils avaient mis ça comme règle pour que, effectivement, pendant ce temps-là, on peut lire une note, on peut... Ségolène Royal, c'est pendant le débat avec Nicolas Sarkozy, c'est remis du gloss. En 2007. Elle s'est remis du gloss, personne ne l'a vu. Sauf vous. Sauf moi. Parce que là, j'ai pas passé de plan large. Donc, on peut lire une note, boire un verre d'eau. C'était ça la règle. Maintenant, c'est vrai que depuis le dernier débat, c'est tombé. Maintenant, on a le droit de montrer ce qui se passe, quoi. C'est notre rôle. On a des caméras dans des manifestations en plein milieu. Donc, si on peut pas montrer ça, ça devient compliqué. Et en 2012, il y a 22 millions de personnes qui vivent ce moment. Donc, sans voir la tête de Nicolas Sarkozy. Il n'y a que vous, c'est quand même formidable ça, non? Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que j'aime bien ce métier, c'est parce qu'on accompagne un peu la grande histoire, on marche à côté sur les événements, sur le Panthéon, sur le 8 mai, sur le débarquement, on marche à côté de la grande histoire et c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant à faire. Et vous ne faites pas seulement des événements aussi politiques ou aussi chargés, vous avez aussi réalisé les Jeux Olympiques, ou parfois Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna. Oui. Est-ce qu'à chaque fois c'est le même plaisir?
Oui, parce que le direct, c'est une drogue. Il y a une adrénaline, il y a quelque chose qui se passe toujours. Quand on aime ce métier, oui, parce que le direct, c'est formidable. Jérôme Revon, c'est quoi un bon réalisateur ? C'est difficile pour moi de le dire. Un mauvais, en tout cas, c'est celui qui montre pas ce qui se passe, qui capte pas, qui a pas de sensibilité, qui a pas de notion de tout d'un coup. C'est tous ces petits détails qui font que tout d'un coup, le direct peut être formidable. Et puis, on peut rater un truc, mais 1 minute après, on peut réussir quelque chose de très très bien. Donc, il faut jamais lâcher. Jusqu'au générique de fin, on peut faire un truc bien. Vous êtes un peu comme un sportif, c'est pas grave si on rate cette occasion, l'important c'est de marquer la suivante. Ouais. On peut pas rester vers l'arrière, donc il faut vraiment être en avant tout le temps. Qu'est-ce qui doit absolument figurer à l'écran ? La vérité sur les événements, c'est la vérité, c'est ce qui se passe, c'est ce que les gens ont envie de voir, s'ils étaient présents, s'ils étaient là, ils regarderaient quoi, ils feraient quoi. Moi, je suis très frustré quand je suis dans un stade parce que je n'ai pas les ralentis, je déteste aller au stade. Le réalisateur, c'est celui qui a le dernier mot, il n'y a pas forcément de responsable hiérarchique, en tout cas pas en régie. Comment vous évaluez votre travail alors ? Oui, c'est vous qui appuyez sur le bouton et qui passez l'image ou vous la passez pas, mais c'est tout ce travail qui est fait aussi avec votre producteur ou votre chef d'édition avant, pendant, et puis après vous débriefez aussi et on se dit tiens, on aurait dû, on aurait pu, voilà. Est-ce que vous re-regardez vos réalisations pour vous faire un avis ? Jamais. Je déteste ça, je me trouve très mauvais. Non, je suis jamais content. Quand je suis très content, c'est très mauvais signe. On me dit, oh bah non, c'était pas terrible. Et quand je suis très mécontent, on me dit, ah, c'était bien. Hein. Parce qu'en fait, je vis pas la même chose que vous. Je suis toujours dans l'anticipation de l'image suivante. Donc quand je la passe, je la regarde même pas. Je regarde l'autre, la prochaine. J'ai pas le même rendu que vous. J'en ai un autre qui est en anticipation. Donc du coup, je suis le plus mauvais juge. Et souvent, par exemple, après un match de foot, je ne connais pas le score. J'ai passé tous les buts, tous les ralentis, mais je suis obligé de demander en sortant. Au fait, c'est combien ? Parce que je suis déjà sur la suite et souvent, je ne connais pas le score. Tout à l'heure, vous parliez du défilé du 14 juillet, donc plus de 40 caméras. Est-ce que c'est l'événement qui est le plus dur à réaliser ? Oui, c'est le plus dur. Le défilé du 14 juillet, c'est le plus dur. 45 caméras en direct, de 8h du matin à 13h. C'est le direct le plus lourd, le plus difficile, le plus angoissant. Même après tant d'années, puisque ça doit faire 11 ou 12 ans, je ne sais plus. Mais c'est très très lourd. Plus l'imprévu dont vous parliez tout à l'heure. Bah oui, les parachutistes qui se blessent, les motos les chevaux, il y a des chutes souvent, etc., etc. Ça suppose d'être tout le temps concentré. Oui, non, mais c'est vraiment l'enfer. C'est vraiment une concentration énorme pendant 5 heures, donc oui, c'est fatigant. Ouais. Ça, vous mettez plusieurs jours à vous remettre. C'est même physique, vous pouvez perdre plusieurs kilos pendant un direct. Il y a un événement très marquant que vous avez réalisé, c'est le 6 juin 2014, les 70 ans du débarquement. Il y a Barack Obama, Vladimir Poutine qui sont présents. Qui sont en froid. Leurs relations, elles sont détestables. Et vous avez une idée. Je savais que Poutine et Obama s'étaient à peine salués. Donc, j'ai eu l'idée de splitter en deux l'image, de mettre d'un côté Barack Obama et de l'autre Vladimir Poutine. Mais quand vous dites splitter, c'est-à-dire que vous les avez réunis à l'image alors que physiquement, ils étaient très éloignés. Ils étaient à 50 mètres l'un de l'autre. Et il s'est trouvé qu'il y avait un grand mur d'images sur la plage. Donc l'image est apparue sur ce grand écran géant. Et d'un coup, la tribune a commencé à rire et à applaudir. Barack Obama s'est vu et s'est tourné vers Poutine en souriant. Et du coup, Poutine s'est vu, s'est tourné vers Obama et a applaudi. Et donc, ça voilà, on voit donc cette image. Hein. Évidemment, ils ne sont pas côte à côte. Vladimir Poutine et Barack Obama. Ça a fait une image qui n'était pas prévue. Du coup, la directrice de cabinet de Hollande a fait passer le message que j'avais fait un acte politique. Et donc, à la fin, je pensais que ça y est, c'était foutu, quoi. Mais vous déchantez à la fin, mais sur le moment précis... Sur le moment, on est super content, ouais. Parce qu'on les voit, on voit Barack sourire, etc. On se dit, c'est l'image, quoi. Et c'est effectivement l'image qui a fait le tour dans la nuit, etc. C'est passé partout. Et silence radio de l'Élysée. Et au bout de 24 heures, on m'a dit, ah non, bravo, c'était bien. J'ai eu 24 heures difficiles. Ça, c'est la plus belle idée de votre carrière ? En spontané, oui, parce que c'est improvisé. Donc pour qu'un événement se déroule bien, il faut qu'il y ait une atmosphère qui soit propice à ce que les gens soient en confiance. Si on prend l'exemple des Césars, les personnalités peuvent être parfois un petit peu tendues parce qu'il y a de la pression. Est-ce que vous avez des techniques, vous, en termes de réalisation ?
La seule technique qu'on utilise sur les Césars, c'est on baisse la lumière au maximum parce que les gens rient plus spontanément dans le noir que quand c'est très éclairé. Et tous les maîtres de cérémonie qui font du stand-up, etc., se battent pour qu'on soit le plus possible dans le noir. C'est marrant. Pour captiver les téléspectateurs, il faut aussi faire preuve d'originalité. Vous, en tennis, par exemple, vous avez été le premier à mettre une caméra sous la chaise de l'arbitre. Ouais, bravo, c'est vieux. Et en politique, Jacques Chirac est élu président de la République pour la première fois le 7 mai 1995. Ouais. Et vous avez une nouvelle idée de réalisation. On s'est dit comment on peut le suivre. Il faudrait pouvoir suivre le président pour une fois. Ça s'est jamais fait, etc. Et le seul moyen qui existait à l'époque, c'était le système du Tour de France. Vous suivez actuellement de seconde en seconde, sans l'avoir perdu une seule seconde tout au long de cette soirée, le nouveau président de la République élu ce soir, Monsieur Jacques Chirac. La moto tapait sur une camionnette derrière et la camionnette tapait sur l'avion et l'avion nous redescendait l'image en régie finale. On avait mis 2 systèmes, un sur Jospin, un sur Chirac, parce qu'il fallait anticiper. Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte de filmer Jacques Chirac depuis une moto à ce moment-là ? On avait sa réaction en live, il venait d'être élu, il était heureux, et on était les seuls à l'avoir. C'est le plus beau compliment que m'ait fait Claude Lelouch. Il m'a dit ça a été une séquence extraordinaire parce que vous l'avez gardé dans la longueur. Parce que vous sentiez déjà que c'était très fort comme moment. Oui, c'était voilà. Et puis il y avait plein de motos qui le suivaient. Il était la fenêtre ouverte. C'était tellement beau cette traversée de Paris. Il arrive à la Concorde et voilà. Vous aviez des relations avec lui ? Non, de travail. Il avait un truc formidable. Il arrivait vers vous et il vous disait rappelez-moi votre nom. Alors vous dites Monsieur Revon. Non, Monsieur Revon, je sais, mais votre prénom. Et ça marchait super, il savait le faire super bien, il était chaleureux. Pour terminer, Jérôme Revon, on a une dernière question. Quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir avant de commencer ce métier ? Pas celui que j'ai reçu. Jean-Paul Jaune m'avait dit, tu sais, il faut 10 ans pour être un bon réalisateur. Jean-Paul Jaune qui était réalisateur à Canal. Et comme moi je suis arrivé, j'avais 22 ans et il m'a regardé un peu de haut et il m'a dit il faut 10 ans pour être un bon réalisateur. Non, je crois pas. Honnêtement, je crois pas et je l'ai prouvé. Il faut y aller, il faut avoir envie, il faut essayer, il faut défoncer les portes, il faut au contraire. Il y a une grande fraîcheur qui est indispensable dans ce métier. Merci beaucoup Jérôme Revon d'avoir répondu aux questions de Faut le faire. Faut le faire, c'est le podcast qui vous fait découvrir un métier, c'est disponible sur toutes les plateformes. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager et vous abonner sur votre application préférée. Ce podcast a été produit et réalisé par François Tchèze, Harry, Théo Conscience et Stéphane Genève.